Bonjour, donc on va attendre que les participants s'inscrivent. Je vois le nombre de participants augmenter. On est une vingtaine pour l'instant, ça continue à monter. Donc je suis Tony Bocoq, et ce matin, nous allons vous présenter on va l'appeler ça un Zoom sur les risques qui font l'analyse des risques qui fait partie du module de formation Executive Certificate offert par Centrale Supélec. C'est une formation exécutive de 14 jours que Eric et moi animons ensemble maintenant depuis une dizaine d'années. Donc je vais faire une petite silence parce qu'il y a encore les gens qui s'inscrivent. En attendant, oui, je vais vous expliquer globalement donc le fonctionnement. Nous avons bien entendu prévu du temps pour des questions plutôt à la fin. Mais nous avons donc Brice, notre modérateur, qui reçoit donc les questions que vous pouvez poser. Donc je vous invite à les poser dans le chat qui est à votre disposition. Donc tous vos micros sont bien sûr en mute. On ne peut pas vous entendre si vous parlez. Vous posez une question dans le chat et le modérateur va réunir les questions importantes qu'on va traiter. A priori, donc, on va les traiter à la fin, sauf s'il y a une question très pertinente, auquel cas on va le prendre sur le chemin. Donc, on va interchanger entre Eric et moi. C'est plutôt moi au début, puis Eric et puis moi, mais on se permettra d'intervenir le cas échéant sur un point précis par rapport à ce qui est présenté. Donc, on est à 27, je pense qu'il est 11h34, 35, on va donc formellement démarrer. Donc, les présentations, donc Tony Bocoq, donc j'ai un passé d'acheteur, responsable directeur achat dans l'industrie automobile, que j'ai quitté en 2000, voilà, pour devenir consultant. J'ai créé ma propre société en 2003 qui me fait vivre toujours. Donc, je suis acheteur, consultant et pédagogue parce que, donc, avec ce module avec Centrale Supélec et d'autres écoles, Montpellier Business School, Toulouse Business School, j'interviens également sur différents programmes master, toujours autour des thématiques achat, externalisation et notamment l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise et notamment dans la fonction achat. Et à ce titre, je fais un petit coup de pub pour l'association FIT France, Forum de l'innovation technologique et de la transformation. Vous trouverez le site fitfrance.org qui organise 5 ou 6 réunions par an sur les thématiques associées à la révolution ou la transformation numérique. Donc voilà pour moi. Eric, je t'invite à te présenter également. Merci Tony. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle David, Eric David. J'ai un parcours professionnel très similaire à celui de Tony, puisque dans ma vie, j'ai été alors dans des fonctions un peu plus industrielles, directeur industriel ou directeur supply chain, mais pendant pas mal de temps aussi directeur des achats dans une multinationale. Comme Tony vous l'a dit, nous enseignons tous les deux dans des programmes de l'école centrale Paris, et en particulier des choses qui sont bien rodées, qu'on fait en France, mais qu'on fait aussi dans d'autres pays en voyageant. En ce moment, évidemment, c'est un peu plus difficile. Et j'ai toujours en parallèle de cette activité, exactement comme Tony, une activité qui est un petit peu plus technique. Tony est plus dans le consulting, moi je suis plus dans l'ingénierie avec un bureau d'études, mais très très lié toujours à des questions de fournisseurs et de logistique. Voilà, je repasse la parole à Tony qui va continuer l'introduction. Entendu, donc merci Eric. Donc aujourd'hui,
On va parler, bien entendu, brièvement du contenu du module achat, donc qui dure 14 jours, qui termine avec la présentation d'une étude. Donc les différents modules couvrent la productivité et la compétitivité, le rôle de la fonction achat dans l'entreprise. Il y a une journée finance, il y a une journée marketing achat, il y a une demi-journée bien évidemment gestion des risques, on va y revenir. On couvre les aspects juridiques, il y a une journée sur le droit. Achats internationaux, c'est surtout Eric qui couvre ça, les incoterms. Des séances très intéressantes sur la négociation, et on termine avec comment construire une stratégie achat sur la base des différents leviers et points que l'on doit couvrir dans les modules compétitivité, productivité et le reste. Donc aujourd'hui, évidemment, comme nous avons la crise sanitaire Covid-19, il nous a semblé pertinent de parler de comment l'analyse des risques est abordée dans le module et comment il est surtout d'actualité aujourd'hui. Donc, Eric va parler dans un premier temps globalement sur les généralités des crises, les formes qu'elles peuvent prendre. Et moi, je vais reprendre la main sur l'analyse des risques dans vos portefeuilles. Et une fois les analysés, donc comment on va mettre en place des plans de sécurisation et l'impact que cela peut avoir sur les zones de sourcing. On aurait pu dire une adaptation de vos stratégies au contexte. Donc, sans plus tarder, Eric va parler donc des généralités des crises, et je reprendrai la main après. Ok, merci Tony. Alors les généralités, je ne veux pas vous faire peur, on va pas délayer pendant très longtemps, je vais essayer d'être bref. Mon message principal sur les généralités sur les crises, c'est que des crises, il y en a tout le temps. Des crises, il y en a souvent. C'est une erreur intellectuelle, c'est une erreur conceptuelle de croire que les crises sont exceptionnelles. Les crises, il y en a très souvent. Des crises, bon, en ce moment on vit une crise qui est sanitaire, enfin plus exactement, on est en train de vivre les répercussions économiques d'une crise sanitaire, mais des crises sanitaires, il y en a tous les 3 ans dans le monde, et il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. En plus, soit dit entre nous, on vit dans un monde complètement hystérique aujourd'hui, avec une crise qui finalement, en tout en France, aura tué quoi? Peut-être 25 000 personnes, peut-être 30 000 personnes. Je rappelle qu'il y a 600 000 morts par an en France, de morts habituelles, c'est les statistiques. Donc on est en train de tuer complètement l'économie pour un phénomène qui, dans 5 ou 6 ans, aura complètement disparu des statistiques historiques. On le verra même pas. Alors c'est un peu plus grave qu'une grippe, mais c'est moins grave qu'une épidémie de choléra ou de variole, et c'est beaucoup moins grave qu'une épidémie d'Ebola ou de VIH. Donc, je vous laisse imaginer si en ce moment, c'était pas juste un coronavirus, mais si on se payait en ce moment de plein fouet une crise de fièvre hémorragique comme Ebola, avec cette fois-ci des 20% ou 30% de morts. C'est-à-dire que là, on serait vraiment dans une catastrophe de beaucoup plus grande ampleur. Alors, on a évidemment des catastrophes économiques qui n'ont rien à voir avec les catastrophes sanitaires. Bien entendu, tout le monde a en tête la crise de 2007-2008, qu'on appelait la crise des subprimes, parce que c'est parti d'une spéculation immobilière aux États-Unis, mais c'est parti ensuite en effet domino un petit peu partout dans le monde. Tout le monde se souvient, parce qu'on l'a appris à l'école, mais on n'était pas né à l'époque, en 1929, il y a eu une énorme crise économique un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale. Mais quand on réfléchit bien, des crises, il y en a beaucoup plus. Au milieu des années 1990, au Japon, il y a eu une énorme crise économique dont le Japon peine encore 25-30 ans après à se relever. Et puis des crises comme ça, économiques, elles sont engendrées par le mécanisme économique lui-même,
enfin par le mécanisme, par les facteurs économiques. On a de temps en temps des catastrophes naturelles. Repensez aux incendies gigantesques qu'il y a pu y avoir en Californie ou en Australie. Alors pour le moment, c'est plutôt un désastre écologique, mais imaginez que ça arrive dans une zone très industrielle. Imaginez que ça arrive dans une zone. Pensez au tsunami, pensez à Fukushima, pensez à ce qui est arrivé à Sumatra il y a une vingtaine d'années. Imaginez un tremblement de terre en Californie. Imaginez quelque chose qui détruise de manière durable des ports, des aéroports, des usines, des centres névralgiques. Hein, imaginez la City de Londres. Alors la City de Londres n'est pas sur un volcan, d'accord, mais vous imaginez ce genre de choses, ça peut avoir des répercussions bien plus grandes. Évidemment, il y a des guerres tout le temps. Bien entendu, vous allez me dire, les guerres mondiales, ça fait 70 ans qu'on n'en a pas eu. Bon, alors pour l'avenir, je suis pas prophète, mais des conflits armés dans le monde, il y en a beaucoup, et avec des répercussions économiques, c'est évident. Regardez ce qui se passe, même si ça n'est pas armé, mais regardez le conflit qui se passe entre les États-Unis et la Chine depuis maintenant 6-8 mois sur le thème des droits de douane et des interdictions d'exportation, etc. Vous sentez que les tensions diplomatiques, économiques, voire parfois violentes, avec des formes qui peuvent atteindre des degrés militaires, ça entraîne évidemment des complications. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça rend les transports et les importations et les exportations plutôt précaires et plutôt difficiles. Et puis, pour rajouter, on a encore des crises technologiques diverses et variées. Juste pour prendre quelques exemples, il est arrivé, même si on n'y pense pas beaucoup, il est arrivé il y a une vingtaine d'années une crise toute bête de production d'électricité dans le nord de l'Allemagne par suite d'une erreur de gestion d'une centrale électrique. Et il se trouve que comme tout est interconnecté, parce que le problème il est là, tout est interconnecté, quelques minutes après, on a coupé l'électricité jusqu'au Maroc compris. Donc, alors, je sais bien qu'on peut survivre à une coupure d'électricité pendant 1 heure ou pendant 2 heures, ça ne va pas arrêter l'économie mondiale. Mais ce que je veux dire avec cet exemple de catastrophe technologique, c'est que par l'interconnexion des réseaux, qu'il s'agisse de transport, qu'il s'agisse d'énergie, qu'il s'agisse de téléphone, qu'il s'agisse de tout ce que vous voulez, on a des propagations en cascade. Bref, quand on résume tout ça, des crises, il y en a tout le temps. Si vous voulez un ordre de grandeur, moi je dirais qu'il y a une crise significative à peu près tous les 3 ans. Si vous faites des statistiques sur le siècle qui vient de s'écouler, vous avez à peu près une crise économique significative tous les 3 ans, qui est la conséquence de ces diverses formes de crise. Donc, on ne peut pas négliger ça dans une entreprise. Or, beaucoup d'entreprises le négligent. J'ai un exemple, c'est anecdotique, mais c'est très parlant. J'ai fait une enquête il y a maintenant une dizaine d'années auprès de 1800 entreprises européennes de grande taille ou de taille moyenne. Je ne vous parle pas de PME. Et là-dedans, 78% des répondants disent « Oh, les matières premières, ben nous, on n'a aucune idée de si les cours montent ou si les cours baissent. » 78%. C'est-à-dire seulement 22%, allez, on va dire 1 sur 5, une entreprise sur 5, se tenait au courant des évolutions de prix de matières premières. Or, c'est un exemple, c'est anecdotique bien sûr, mais ça montre que les entreprises sont absolument pas préparées à prendre un coup, un événement dur, un événement brutal. Les entreprises n'y pensent pas. Elles font pas le nécessaire. Alors, je dois être prudent. Il y a des entreprises qui font des choses. Les banques font évidemment des choses pour éviter les effets dominos, ce qu'on appelle les faillites systémiques. Quand on est dans le monde de la chimie ou du nucléaire, on fait évidemment attention aux accidents technologiques parce que ça peut entraîner beaucoup de victimes. Quand on est dans d'autres secteurs, pensez au transport aérien ou quelques autres, on a une approche de la gestion des risques qui est parfois très sophistiquée, mais elle est partielle. Et quand on y réfléchit bien, pour revenir à notre sujet de ce matin qui est celui des achats, combien d'entreprises dans le monde ont un plan de sécurisation digne de ce nom en matière d'achat? La réponse, malheureusement, je ne la connais pas, mais elle est certainement pas très forte. Donc, on va pouvoir passer à la page suivante pour continuer le raisonnement sur comment se déroule une crise. Alors, si on fait un schéma de, on va dire tout bêtement, du PIB hein, ou du PNB, d'une grandeur macroéconomique qui représente l'économie, même si c'est un peu simplificateur. On peut dire, grosso modo, on a des tendances de long terme assez continues. Mais quand il y a une crise, il y a un creux. Alors, si le creux est un petit creux très très bref, on appelle ça une courbe en V. Ça dégringole très vite, et puis quand on touche le fond, ça remonte très vite, et puis 2-3 ans après, voilà, c'est oublié, c'est passé dans les pertes et profits de l'histoire. Mais ce qui est en train de se passer
et à cause des effets systémiques, c'est qu'on a de plus en plus aujourd'hui des effets de rebond ou des effets de durée. Alors on appelle ça des courbes en W. W, ça veut dire il y a plusieurs V l'un derrière l'autre. Ça tombe, c'est la crise, tout le monde hurle en levant les bras au ciel, et puis après ça revient à la normale, tout au moins c'est ce qu'on croit, et puis ça rechute, et puis ça recommence, et puis ça rechute, et puis ça recommence. Donc on a des courbes en zigzag, en W, ou même avec plusieurs W à la suite si ça vous amuse. Du coup, quand les W se succèdent, ça fait traîner une espèce de reprise finale, et on finit par avoir ce qu'on appelle une courbe en U, c'est-à-dire une courbe qui se traîne, qui se traîne, qui se traîne, et jusqu'à ce que peut-être finalement, ça se traîne, mais ça ne se relève pas. Ou plus exactement, ça se relève, mais pas du tout sur la trajectoire qu'on avait avant. C'est-à-dire on n'est plus du tout dans la trajectoire d'avant, et à ce moment-là, on appelle ça une courbe en L. C'est-à-dire que la courbe a dégringolé très vite, et après, eh ben, elle va continuer à plat. Appelez ça de la stagnation, de la stagflation, si vous voulez, appelez ça de la récession, hein. Mais ça va être durable et durable pendant plusieurs années. Combien de temps? Dieu seul le sait, mais en tout cas pendant des années. Alors, quelle est la leçon à retenir finalement de ces formes de crise? La première, c'est personne n'est prophète, on ne sait pas comment ça va se passer dans le cas présent. Mais si on veut être responsable et professionnel, on doit faire des scénarios en disant, si on est dans le premier cas, ça reprend vite, voilà ce qu'on fait. Si on est dans le deuxième cas, il y a un rebond ou deux rebonds dans 3 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, voilà ce qu'on fait. Si ça traînaille un peu en longueur et qu'au lieu de reprendre dans 3 ou 4 mois, ça reprend dans 8 mois ou dans 1 an, qu'est-ce qu'on fait? Et puis si finalement on change de trajectoire, là il y a probablement des remises en cause de fond, et c'est un quatrième type de scénario. Donc au fond, pourquoi Tony et moi on plaide ce matin, c'est on ne peut pas faire des prévisions dans une crise parce que le mouvement est beaucoup trop brusque pour qu'on arrive à avoir des modèles numériques. Par contre, on doit avoir des scénarios, on doit dire, si dans les jours et les semaines qui viennent, il se confirme plutôt qu'il se passe ceci, alors nous avons prévu une réponse. Mais si nous constatons que ça se développe d'une autre manière, alors nous avons aussi prévu une réponse. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un budget unique. On ne peut pas faire une prévision unique. Il faut faire plusieurs scénarios parce qu'on ne sait pas lequel va se réaliser. C'est ça la leçon essentielle de ce qu'on voulait vous dire ce matin. Après, on va passer dans les détails. La page suivante, s'il te plaît, Tony. Alors, évidemment, faire une analyse de risque, c'est la première étape. Si on n'était pas en crise en ce moment, on commencerait par faire une analyse de risque. C'est ce qu'on fait toujours. Je l'ai dit tout à l'heure à propos des banques, je l'ai dit à propos des entreprises de transport, je l'ai dit à propos des entreprises qui ont des marchandises dangereuses ou de la production dangereuse d'énergie. On a des méthodes d'analyse de risque. Donc, aux achats, comme ailleurs, comme dans n'importe quelle fonction d'entreprise, on doit connaître ces méthodes et savoir les appliquer. Mais alors, quand je dis savoir les appliquer, c'est comme une table de multiplication ou comme un tableau Excel. Tout le monde doit savoir le faire. Ça doit être presque naturel, implicite et presque inconscient. On doit tous savoir faire ça. Donc, faire une analyse de risque, qu'est-ce qui peut mal marcher, quelles seraient les conséquences, quelle en est la sévérité, la fréquence, etc. Et donc, in fine, arriver à trier les très petits risques, les très gros risques, et puis entre les deux, les risques moyens qu'on va traiter. La deuxième étape, c'est évidemment qu'on va faire un plan de sécurisation. Il va falloir savoir ce qu'on fait avant pour que ça ne se produise pas. Mais je vous avoue que avant, une entreprise ne peut pas faire grand-chose pour empêcher une épidémie. Pendant la crise, ça, c'est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait à chaud quand ça se produit. Et puis, un truc qu'on oublie souvent, c'est une fois que la crise, la partie aiguë de la crise, la pointe de la crise est passée, qu'est-ce qu'on fait pour revenir à la normale le moins mal possible? Je ne dis pas le mieux possible, je dis le moins mal possible. Alors, ça, c'est le schéma normal. Quand on est en temps de paix, quand on est au calme, on prend les choses dans cet ordre-là. Mais aujourd'hui, on est à chaud, on n'est pas à froid. On est en pleine crise. Donc évidemment, on ne fait pas ça dans cet ordre-là. La première des choses à faire, c'est de la gestion de crise. On va y revenir dans les minutes qui suivent, mais la première des choses à faire, ça va être la gestion de crise. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans les jours et les semaines qui viennent? Et puis, quand on sera un petit peu moins mal à l'aise avec ça, on peut passer à l'étape qui normalement aurait été la dernière étape, qui est comment on sort de la crise. Et une fois qu'on aura fait ça, mais ça, est-ce que c'est dans 3 semaines, est-ce que c'est dans 3 mois ou est-ce que c'est dans 3 ans? Je ne sais pas. Il sera temps à ce moment-là de se préparer pour la prochaine crise et donc de reprendre la boucle au départ. Si on avait eu le temps, on aurait pris la boucle depuis le départ. Comme on n'a pas le temps, il faut prendre le train en marche. Et le train en marche aujourd'hui, c'est de commencer par la gestion de crise, puis la récupération, comment on revient à la normale, recovery, ou le business continuity. Et puis après, quand on aura plus de temps, eh bien on fera ce qu'on aurait déjà dû faire depuis longtemps.
Pour terminer, encore une dernière petite page, s'il te plaît, Tony. Il faut, pour faire une gestion de crise, Tony va vous expliquer en détail comment on fait, mais je voudrais donner le cadre. On a absolument besoin d'une équipe qui gère la crise. On a besoin, appelez ça une cellule de crise si vous voulez. Quelquefois, mais je trouve que le terme est un peu belliqueux et un peu militariste, nos amis anglo-saxons appellent ça une war room, une salle de guerre. C'est la salle de l'état-major si vous voulez. Bref, ce qu'il faut, c'est une petite équipe capable de prendre des décisions. L'erreur qu'on fait dans beaucoup d'entreprises, c'est on dit « Ah, mais ça doit être les grands chefs ». Sous-entendu, si on n'est pas au moins vice-président, on ne peut pas faire partie de la cellule de crise. Non, on a besoin des gens opérationnels dans une cellule de crise. On a besoin des gens qui peuvent prendre des décisions et les mettre en œuvre immédiatement. On a besoin du responsable de l'entrepôt. On a besoin, si c'était de la supply chain, on a besoin de gens comme ça, qui eux sont capables immédiatement d'avoir accès aux manettes. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas juste avoir accès à des décideurs de très haut niveau, mais qui sont un peu loin du terrain. Il faut avoir dans une cellule de crise des gens concrets et pragmatiques. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on mélange les niveaux hiérarchiques, en général, celui qui est un petit peu moins gradé se tait face à celui qui l'est un peu plus. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire dans une cellule de crise. Donc, il faut repérer les personnes qu'on va mettre dedans. Ensuite, puisqu'on parle d'achat et de fournisseurs, un truc qu'on ne fait quasiment jamais dans les entreprises. Dans la cellule de crise, il doit y avoir les fournisseurs clés, ou plus exactement, on va quand même pas inviter les gens en permanence. Et puis il y a des choses confidentielles bien sûr. Mais on doit avoir entre cette cellule de crise et les fournisseurs clés, on doit avoir un contact, moi je dirais à la grosse, au doigt mouillé, 2 fois par semaine. Tous les jours, c'est peut-être un peu beaucoup, mais on doit avoir un suivi à intervalles courts, comme on dit quelquefois dans le lean manufacturing. On doit avoir un contact avec les fournisseurs clés, uniquement les fournisseurs clés, pas tous les fournisseurs bien sûr, mais avec les fournisseurs, les prestataires clés, on doit avoir un contact très fréquent. Ce qui fait l'hypothèse qu'eux aussi ont une cellule de crise. Si vous vous rendez compte que vos fournisseurs n'ont pas de cellule de crise, il y a un gros malaise. Vous ne pouvez pas sortir tout seul de l'eau. Vous sortirez à plusieurs, y compris s'il y en a un qui a un peu du mal à sortir. Et puis la troisième chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est évident quand on le lit, mais encore faut-il y penser, c'est qu'une cellule de crise ne peut travailler que si elle a des informations. Regardez, sans faire la critique des gesticulations des différents gouvernements dans le monde dans la crise actuelle, qui tournent au désastre et parfois à la pantalonnade. Quand vous regardez dans certains pays étrangers, les gens qui s'engueulent entre eux en disant faut faire ci, mais non, faut faire le contraire, on sent bien que derrière tout ça, il y a, au-delà des problèmes d'ego habituels, il y a un problème d'information. Quand vous vous rendez compte qu'en France, au début, on ne savait pas combien on avait de masques, on ne savait pas combien on avait de lits, on ne savait pas combien on avait de respirateurs, et qu'au bout de 2 mois, on se dit « Ah oui, mais on se trompe quand on compte les morts », on se doute bien que collecter les données, c'est très difficile. Or, dans une cellule de crise, on a besoin des données. Donc, vous avez compris ma conclusion, c'est on a besoin d'un système d'information qui fonctionne très bien. Déjà en temps normal, on en a besoin, mais en temps de crise, si le système d'information n'est pas correctement alimenté ou contient des bêtises, on fera de grosses bêtises. Donc, on a absolument besoin de faire attention, 1, à avoir une cellule de crise, 2, à, sinon y incorporer, tout au moins à faire que cette cellule de crise ait des contacts très étroits avec les fournisseurs clés, et 3, à avoir un excellent système d'information. Et je précise, comme on travaille beaucoup en télétravail, le système d'information qui n'est pas protégé par la cybersécurité, parce qu'on travaille à la maison avec des portables, avec notre box SFR ou Bouygues Télécom. Enfin, vous imaginez quand même, on travaille avec de la brouette et avec une truelle. Imaginez si votre ligne de téléphone est en panne, imaginez si votre box marche plus. Combien d'entre vous ont un câble Ethernet à la maison? Combien d'entre vous ont un deuxième ordinateur au cas où le premier tombe en panne? Vous avez compris. Dans la plupart des entreprises, on a dit « Oh ben on va faire du télétravail », mais le télétravail c'est très joli, mais ça peut être un point faible de cette organisation. Donc on a besoin d'avoir ce substrat, cette espèce de fondation sur laquelle maintenant on va pouvoir faire sérieusement des plans d'action pour 1, gérer à chaud, et 2, essayer de sortir de la crise. Et je rends la parole à Tony qui va prendre la suite. Merci, merci Eric. Donc, nous arrivons à la technique de l'analyse des risques, et donc on l'appelait le nerf de la guerre. Donc, on va vous présenter la matrice des risques, la matrice qui est utilisée pour
analyser, pour positionner ces risques dans cette matrice qui a donc sur un axe l'impact et le deuxième la probabilité que le scénario tombe. Donc on va citer d'autres exemples, mais évidemment dans la situation actuelle et en allant se concentrer vraiment sur le métier des achats, les points de risque vont être évidemment les situations en monosourcing où, pour de bonnes raisons, on a poussé les stocks à être trop faibles. On ne va pas agacer les gens en parlant des masques. Et par ailleurs, dans la situation actuelle, globalement, des chemins logistiques encombrés, freinés par la fermeture même de frontières. Donc, il y aura dans le détail des articles qui peuvent tomber dans ces cas. Le point, c'est d'évaluer des scénarios, comme Eric l'a dit, qui peuvent donner donc lieu à l'émergence de difficultés. Et ces risques-là, on va les positionner donc sur cette matrice-là qui est bien connue. Il peut être en 3, on a même vu en 5, 5 par 5. L'idée, c'est que par rapport à un événement que l'on étude, on estime l'impact que cela peut avoir si ça tombe, et derrière la probabilité que cela tombe vraiment. Donc on va avoir, comme nous avons ici, des risques, dans le noir évidemment, j'espère que vous n'en avez pas beaucoup, le 2, le 3, ce sont des risques pour lesquels donc on est conscient qu'il faut traiter. Donc ça sera par un plan de sécurisation, une autre stratégie d'achat, un doublement des sources. Et on va constater en fait que sur cette matrice, c'est très important, pour ceux parmi vous qui jouent aux échecs, c'est des rocs, il n'y a pas de fou. Tiens, je viens d'y penser, c'est marrant. Sur cette matrice-là, vous ne pouvez vous déplacer, donc vous pouvez réduire l'impact, donc on va se déplacer horizontalement. Ou bien vous réduisez la probabilité et vous allez déplacer le point verticalement. Moi, je n'en connais pas, et la théorie dit que vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'action, ou alors ça se décline en deux, qui bouge le point sur le sens d'une diagonale. Donc, l'impact, par exemple, de l'absence de personnel, si on raisonne de façon très basique par rapport à des personnels avec certaines compétences, sera réduit si vous avez une polyvalence parmi les opérateurs. Donc ça va réduire l'impact. Ça ne va pas modifier la probabilité que les gens aient une absence maladie ou d'accident ou autre. Donc, vous voyez, vous pouvez trouver des plans d'action, des plans de sécurisation qui peuvent affecter la probabilité et qui vont également affecter l'impact. Donc là, je vais vous présenter le point 4, qui est probablement, pour les entreprises qui ont réalisé ce genre d'analyse, et encore, on constate que finalement, de l'avoir fait de façon exhaustive et sérieuse, et il y en a malheureusement beaucoup trop peu, la crise sanitaire, elle est là, elle est le point numéro 4. On peut avoir un impact au niveau 3, si vous voulez. On pourrait le déplacer légèrement à droite. Mais c'est rarement traité parce qu'on estime que la probabilité est faible. Sauf que, bing, voilà ce qui s'est passé. La crise est arrivée et, comme Eric le disait concrètement, la probabilité de bon nombre de crises est beaucoup plus importante qu'on a l'habitude de croire. Donc, c'est tranquille, ça nous permet d'éviter plus ou moins le point. Alors, donc, on a cette analyse-là qui existe peut-être et qui va donc se retrouver bousculée. Alors, est-ce que c'est suffisant? Pas vraiment. Parce que si je raisonne sur mon analyse, donc j'ai le 1, le 2, le 3 qui existent là, et admettons que j'ai déplacé le 4, donc j'ai la crise sanitaire qui frappe, mais finalement, so what? C'est cette crise qui fait apparaître beaucoup d'autres risques associés, donc sur lesquels on n'est pas en train de les étudier
étudie ici. Ce que nous faisons dans le module en formation, on a une séance post-it où on demande aux gens d'identifier tous les risques auxquels ils peuvent penser. Donc, on les laisse réfléchir vraiment pendant 10 minutes, un bon quart d'heure, et on les met sur le mur. On a donc une liste de risques que moi, je vais regrouper selon les différentes thématiques. On l'a fait je l'ai fait avec des populations plus jeunes hein, dans les masters. Donc, c'est des gens qui ont pas ou peu d'expérience professionnelle, qui sont, on va dire, la génération Y. Voilà. Les risques que ces jeunes identifient sont, enfin, j'allais dire décalés, c'est pas le sujet. Ils sont translatés vers les risques de pollution, les risques d'emploi d'enfants, les risques par rapport à l'environnement, tous les risques RSE. Quand on fait la photographie des post-it que les jeunes peuvent mettre, c'est pas du tout les mêmes que ceux qui ont une expérience industrielle plus importante, comme moi par exemple. Toujours est-il que donc quand on identifie ces risques-là, on va les synthétiser et après on va les positionner sur cette matrice-là. Donc mon point aujourd'hui, c'est que ok, la crise sanitaire, elle a bougé, elle a un impact certain et une probabilité, mais les risques associés qu'elle fait apparaître sont, parmi d'autres, un ralentissement général des supply chains, la disparition même de sociétés à cause de détresse financière générée par le confinement, des modifications d'offres parce que vos fournisseurs sont en train de fabriquer des masques ou du gel ou autre chose, une modification de la demande. Personnellement, je pense que le transport aérien va subir une baisse drastique de la demande. Après, on peut aller sur des décisions stratégiques par rapport à la gestion de la crise et associer aussi à des décisions politiques. On va certainement voir l'espèce de guéguerre entre la Chine et l'USA qui se balance le blâme pour tout ça accentué. Donc, le point de cette analyse-là, c'est de pouvoir, alors pour vous, en tant que responsable achat, de participer, de savoir de quoi il s'agit, de participer à ce genre de construction de matrice, mais de pouvoir l'animer vous-même hein, pour pouvoir analyser spécifiquement les risques achats. Donc, un point juste en termes de l'utilisation de cette matrice, ce que l'on constate en fait, évidemment, c'est que positionner un événement, un type de risque sur la matrice, c'est pas évident en termes absolus. Le travail où ça devient beaucoup plus pertinent, c'est quand vous en avez mis plusieurs, c'est beaucoup plus facile pour nous et nos facultés de raisonnement de dire que ben, l'impact de ça, c'est plus important que celui-ci, ou moins, et que la probabilité que cela arrive. Donc, il ne faut pas hésiter à commencer. Enfin, c'est ce qu'on enseigne dans le cours, afin de compléter cette matrice avec l'ensemble des risques. Alors, une fois qu'on les a analysés, si je vais juste remonter à la planche de Eric qui est là, où on a parlé de tolerate, transfert, treat et terminate. Attention, je n'avais pas vu, c'est resté en anglais, donc je vais profiter de mon accent. Ça veut dire que tolérer le risque là, donc en fait, c'est pas si grave que ça, on va rien faire. Sinon, on va faire quelque chose, donc on va transférer le risque ailleurs, ou alors on aura vraiment un traitement qui sera conduit à terme, donc terminé. Donc voilà ce que on va faire par rapport à ces différentes natures de risques. Et un des plus importants va être donc pour chaque point la mise en place d'un plan de sécurisation. Et ça, c'est un travail important. Surtout que là, on peut considérer qu'une partie importante de votre supply chain devra probablement être revérifiée. Donc, le plan de sécurisation implique
évidemment la participation des fournisseurs qui sont impliqués dans la supply chain. Donc, moi, ce que j'aime bien dans ce genre de travail, c'est imaginer le pire scénario. Donc, on va revenir systématiquement à des scénarios. Et qu'est-ce qu'on fait dès lors que le pire arrive? Et c'est comme ça qu'on va bâtir des plans, de dire que peut-être donc c'est une modification de notre stratégie d'achat, double sourcing, changement de référence. Enfin, il y aura plein d'idées qui peuvent venir. On ne va pas rentrer dans le détail ici. L'idée, c'est donc d'inventer les scénarios. Et comme Eric le disait également, en fonction de ce que vous pensez peut être la trajectoire de la crise, V, W, etc. Donc, c'est vraiment un travail assez important de réflexion collective avec la plupart des intervenants dans la supply chain et notamment les fournisseurs pour arriver à mettre en place ces plans de sécurisation qui vont être pour beaucoup mis en place auprès de vos fournisseurs, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de choses que le fournisseur peut faire, mais la modification de votre propre stratégie d'achat, de multiplier les sources dans différents pays vont être souvent ce que vous allez devoir faire. Donc, plan de sécurisation sur les aspects sanitaires, logistiques et autres, c'est exactement ça qu'il faut faire. Alors, une deuxième conséquence de ça, dont nous en parlons là, c'est donc une analyse de vos zones de sourcing. Donc là, on est resté sur l'Europe avec votre carte. Alors, pour ma part, donc moi je suis toujours anglais, mais je vois bien que la crise du Covid va rien arranger sur le plan de l'impact du Brexit. Donc, je pense qu'il y a eu suffisamment d'événements cette année ou dans les 2 ou 3 dernières années que c'est vraiment le moment où vous, responsable d'achat, vous devez vous asseoir et commencer à sérieusement analyser ces risques-là, parce que si on imagine que le Covid, si le confinement est lâché et qu'il y a une resurgence du nombre de cas, pour ma part aussi, je pense que la probabilité qu'on est dans un scénario plutôt en W est tout à fait élevée. Donc, vous devez réfléchir à vos stratégies d'achat, trouver les points de faiblesse et mettre en place soit un changement de stratégie, de zone de sourcing, ou si vous ne pouvez pas, ou vous choisissez de ne pas le faire, donc mettre en place un plan de sécurisation par rapport à la situation actuelle. Donc là, j'arrive plutôt vers la fin de la partie technique. Si Eric, vous avez des choses à ajouter, c'est le moment. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de sensibiliser vous, les participants, aux risques, et notamment les risques achats que vous pouvez avoir, de vous préparer à les identifier, à les évaluer et mettre en place des plans de mitigation des risques et bien évidemment de vous informer sur cet élément de la formation pour laquelle les prochaines séances démarrent a priori, si tout va bien, au mois d'octobre. Les dates sont retenues. Alors Brice, est-ce que nous avons des questions? Alors. C'est pas possible, ça n'a pas été si clair que ça. Alors, ok. Si, pour le moment, peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'en attendant que les questions viennent,
On peut déjà vous donner quelques pistes parce que évidemment on n'est pas rentré dans des petits détails parce qu'on va pas aujourd'hui ce webinaire il a une durée très très courte, mais il y a évidemment énormément de détails à avoir en tête. Tony et moi et nos collègues, nous avons évidemment des checklists, nous avons des méthodes, des grilles d'analyse. Si on peut vous donner quelques petites idées. Moi, pour lancer un petit peu votre réflexion et peut-être amener quelques questions, je dirais que dans un plan à long terme, il faudrait regarder au moins. Moi, j'ai fait une liste avec 7 choses. 7, c'est un chiffre magique, c'est un peu idiot, mais la première des choses, c'est les monosources et les multisources. C'est-à-dire quand vous êtes complètement dépendant, Tony l'a dit, vous êtes dépendant d'un seul fournisseur, ou bien vous avez quand même une marge de manœuvre parce que vous en avez plusieurs. La deuxième chose, ce sont les zones de sourcing, et en particulier, Tony l'a dit également, il faut faire très attention aux circuits géographiques. Si on vient d'un autre pays et qu'on a une chaîne logistique qui passe par un certain nombre de ports ou même d'autres pays, on se rend bien compte que le transport est perturbé, c'est même un euphémisme. Troisièmement, la question du zéro stock. Je pense que on vit dans un monde complètement hystérique à cause du lean manufacturing, pour des raisons absolument financières. On veut avoir zéro stock, mais il faut quand même. Il y a un moment où il faut descendre du vélo pour se regarder pédaler et prendre un peu de recul. Et il faut se demander si c'est vraiment intelligent d'avoir zéro stock. Parce que chaque fois qu'il y a un tremblement de terre au Japon, il faut des mois et des mois pour que l'industrie automobile redémarre. Pourquoi? Parce que personne n'a de stock. Donc, il y a quand même un moment où il faut se demander si les stocks, ça ne sert pas à quelque chose. Alors, ce qui est sûr, c'est que les stocks, ça coûte de l'argent. Ça, on comprend très bien que quand on a une vision financière à court terme, on les réduit. Mais les stocks, ça sert à se protéger. C'est un peu comme une assurance. Si vous travaillez sans stock, c'est comme si vous roulez en voiture sans assurance. Tant que vous n'avez pas d'accident, vous avez l'impression que vous faites des économies. Après, eh ben, c'est à vous de voir. Ensuite, je pense qu'il y a des choses qu'on mentionne moins souvent. Le fait que ça soit une économie de service, c'est qu'on est de plus en plus interdépendants entre une entreprise et une autre parce que au lieu de dire j'achète mon matériel, je l'entretiens et je m'en sers, il y en a n'importe quoi, un compresseur ou autre, je l'achète, il est chez moi, je fais ma maintenance et je m'en sers. Donc je peux compter dessus. Si je loue à un prestataire, mais le prestataire il fait faillite, ou le prestataire lui-même il me loue le matériel qu'il a acheté à quelqu'un d'autre, mais il peut plus importer les pièces. Enfin bon, vous avez compris. Plus on va dans une économie de service, parce que c'est à la mode, c'est dans les grandes tendances de ces 20 dernières années, et plus on crée une complication du réseau qui forcément à un moment donné aura des maillons faibles. Je continue, mais c'est implicitement la suite du point précédent. La maintenance. Vous comptez sur des ressources, il faut qu'elles soient fiables. Alors, parlons de production. Quand vous êtes en production, vous avez besoin de machines qui ne tombent pas en panne. Mais quand vous êtes le responsable des achats et que vous achetez un fournisseur, c'est la même chose. Il faut que le fournisseur ne tombe pas en panne. Donc, est-ce que la maintenance est correctement assurée? Déjà qu'en temps normal, on a des défaillances, mais quand on est en temps de crise et qu'on ne peut pas avoir les techniciens parce qu'ils ne voyagent pas ou qu'on ne peut pas avoir les pièces détachées parce que la frontière est fermée, c'est déjà un peu plus compliqué. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, l'informatique. Donc, rien qu'avec cette liste, qui est une liste un peu simpliste, bien sûr, mais il y a déjà des points à creuser qui souvent sont des facteurs qui posent des problèmes. Je regarde entre-temps si voilà, quelques questions sont arrivées. Tony, je te laisse peut-être, Oui. tu l'as lu avant moi, je te laisse la parole. Alors, on va voir, on va la lire. Déjà, comment évaluer le surcoût acceptable? Ah oui, des mesures, c'est une bonne question hein, pour maîtriser le multisourcing plutôt que de prendre le Oui, moins cher, sachant c'est une bonne que la question. probabilité des risques est difficilement quantifiable. Ben, en fait, non, elle n'est pas. C'est justement l'analyse qui doit essayer de quantifier ce risque-là. Alors, on dit oui, mais je suis jamais certain de rien. Sauf que c'est ça, quand je parlais du positionnement relatif sur cette matrice par rapport à la probabilité que cela arrive. Donc, quand vous faites des scénarios, vous pouvez dire, ben, si ça arrive, voilà le coût. Et si je prends une mesure préventive, ben voilà le coût de la mesure. Et après, c'est aux dirigeants de l'entreprise de dire, ben, je préfère prendre le risque, donc c'est toléré, hein, ou bien je traite le risque et donc je mets en place. C'est un bilan économique à la fin, mais qui est néanmoins fait sur des scénarios que vous devez évaluer et décider quel est le plus probable. Donc, c'est vraiment une analyse collective hein, et une décision d'entreprise.
il y a certainement des surcoûts à faire ça, il ne faut pas se faire d'illusions, mais ils sont donc à peser contre le coût qui va tomber dès lors que le risque s'avère vrai. J'espère que tout à fait. La réponse est oui, ça se chiffre. C'est-à-dire que ce n'est pas une comptabilité au centime près, mais on mesure des ordres de grandeur. On sait si on est dans un problème à 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 1 million d'euros, etc. Et donc, on va tout simplement comparer combien ça coûte de se protéger et combien ça coûterait si on ne s'était pas protégé. Et la réponse, elle est là. Si vous avez un stock de sécurité supplémentaire et que ça vous évite une interruption de production et une perte de marge, vous comparez les deux. Si vous avez un stock de pièces détachées qui vous permet de réparer et que ça permet de réparer une machine en 1 heure au lieu d'attendre pendant 3 semaines, regardez combien vous coûte le fait d'attendre 3 semaines pour réparer la machine. On pourrait multiplier les exemples comme ça. Il faut absolument comparer les deux. Donc, il faut faire l'analyse, il faut la chiffrer en ordre de grandeur. Et à la fin, la réponse, Tony dit c'est un arbitrage de la direction générale. C'est vrai. Et en pratique, cet arbitrage, il va souvent dans le sens de on choisit la solution qui finalement, par le bon sens, est la moins chère. Et on peut le comparer aisément à une police d'assurance, hein, sauf que c'est fait en interne. Là, quand vous conduisez une voiture, vous savez très bien si vous avez des accidents, bon, hormis le risque mortel, hein, mais déjà le risque routier d'avoir de la casse, pour une voiture neuve, probablement, vous prenez tout risque et vous payez pour ça. Donc, c'est exactement dans votre question, la mesure de prévention, de réduction de l'impact, en fait, parce que la probabilité que vous conduisez mal est toujours la même, hein, ou alors vous prenez des cours d'amélioration de conduite. Mais vous voyez, c'est une action différente. Le mouvement horizontal ou vertical sur la matrice, elle reste vraie. Il y a une autre question, mais je vais juste ajouter un point important maintenant avec les outils numériques et même l'intelligence artificielle et la gestion de grandes quantités de données. Parce que on peut imaginer aussi la situation est aggravée dans une entreprise d'une certaine taille avec plusieurs sites, voire même des sites à l'étranger, pour lequel d'expérience que l'on voit, le spend mapping, de savoir vraiment quelle est la référence qui est utilisée partout et sur lequel vous avez une certaine dépendance, mais que vous ne le savez même pas, ou quels sont les articles où vous êtes vraiment en mono-sourcing. Donc, l'identification de ça, maintenant, il devient possible de donner à ces machines d'intelligence artificielle, donc je voulais dire machine learning, hein, qui prennent à partir des données que vous pouvez leur fournir. Vous les faites scanner, analyser toutes vos factures, référence par référence. C'est aujourd'hui possible de faire, c'était impossible d'imaginer le travail à faire ça autrefois, à faire un spend map assez détaillé. Vous pouvez combiner ça avec les éléments venant de données Bradstreet ou COFAS ou autres sur la santé financière de vos fournisseurs. Oui. Vous croisez tout ça avec des analyses par intelligence artificielle que aujourd'hui l'humain n'est absolument pas possible à faire, et vous sortez avec des statistiques qui sont tout à fait probantes. Moi-même, j'ai assisté à un webinaire là-dessus l'autre jour. J'ai vraiment pris pleinement conscience des capacités de ce type d'outils. Oui. Alors, question, que pensez-vous de l'impact de la délocalisation due aux super-acheteurs, les super-acheteurs, ouais, qui ont conduit les industries à se délocaliser souvent en Asie? Ben, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? L'analyse make or buy, de décider d'externaliser ou de transférer, c'est aussi une analyse de risque. Et ils ont décidé que le risque benefit, si on revient à l'anglais, était avantageux et que ça valait le coup de le faire, de transférer effectivement ces opérations à l'étranger. Il est certain qu'avec tout ça, le phénomène de relocalisation, et je pense notamment en France, mais pas que, va s'accentuer de façon extrêmement sérieuse.
Je pense que cette question d'international est une question très intéressante, mais très compliquée. La première, c'est qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas revenir non plus par des relocalisations à un protectionnisme dans lequel on vit complètement en autarcie et il n'y a plus aucun commerce international. Ça n'a strictement aucun sens. Mais on se rend compte aussi que quand on dépend trop d'importation et d'exportation, on crée une fragilité supplémentaire. Donc ici encore, c'est une lapalissade de dire il y a un équilibre quelque part entre les deux à trouver. Maintenant, il faut comprendre aussi historiquement comment ça s'est passé. Ça s'est passé pourquoi? Moi, j'analyse le problème en deux temps et les acheteurs là-dedans, on leur a pas beaucoup demandé leur avis. Dans un premier temps, ça a été uniquement de la politique politicienne. C'est-à-dire que Nixon et Kissinger, il y a maintenant 50 ans, ont décidé qu'il fallait virer Taïwan et mettre la Chine populaire maoïste à la place. Pourquoi? Parce que la Chine à l'époque était un pays complètement arriéré, mais que c'était le frère ennemi de l'URSS qui à l'époque était dangereux. Donc, de manière à créer un énorme problème diplomatique pour l'URSS, donc de manière à affaiblir le camp d'en face, les États-Unis ont suscité la montée de la Chine. Après, depuis, les historiens d'aujourd'hui, et puis je pense dans 50 ans, quand ils se pencheront sur tout ça, ils diront mais c'était une connerie monumentale, parce que l'URSS de toute façon était un pays qui allait s'écrouler d'une manière ou d'une autre, alors que la Chine elle-même n'était pas un pays qui allait rester un pays arriéré et sous-développé. Et aujourd'hui, on est en train de payer les pots cassés de cette imbécilité et de cet aveuglement diplomatique monstrueux. C'est une erreur historique. Les États-Unis se sont suicidés en faisant ça. Il y a déjà 50 ans. Et ils n'ont pas fini d'en baver. Regardez ce que fait Trump aujourd'hui. On peut être contre ou pour M. Trump à titre personnel, mais ce qu'il fait, c'est se débattre dans une situation qui a été créée il y a 50 ans par un aveuglement imbécile politique. Ensuite, du point de vue des entreprises, il a été, et ça c'est ce que Tony disait, on a fait des analyses de make-or-buy, analyse de risque versus bénéfice, en disant oui, on va mettre dans des pays low cost parce que c'est moins cher à fabriquer, et puis aussi pour une autre raison, c'est que on espère qu'en ayant un pied dans ces pays, on va pouvoir vendre sur place parce que ce sont des marchés intéressants. Le calcul n'est pas idiot. Le calcul n'est pas idiot, le calcul a du sens. Mais l'analyse risque-bénéfice dont parlait Tony a probablement été très optimiste, c'est-à-dire qu'on a sous-estimé le fait que les pays low cost n'allaient pas rester low cost longtemps et qu'un jour ou l'autre, ils allaient se retourner contre nous en devenant nos propres concurrents. Et ça n'a pas du tout été anticipé il y a 25 ou 30 ans. C'est très joli d'aller vendre des TGV ou des centrales nucléaires, mais quelques années après, on est obligé de racheter les mêmes parce qu'on s'est fait pomper et qu'on rachète les mêmes, mais low cost. Enfin, il y a un moment où on se demande si on ne marche pas sur la tête. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que à partir de maintenant, il est très probable que les entreprises auront une attitude plus prudente. Il est très probable que les gouvernements auront des attitudes plus prudentes et par conséquent, les acheteurs là-dedans, ils sont ni coupables ni non plus complètement innocents. Ils n'ont jamais fait que ce qu'on leur demandait de faire. Quand on leur demandait d'externaliser dans des pays low cost, ils l'ont fait parce que c'était la politique, parce que c'était les priorités, parce que c'était les projets, parce que c'était les axes de développement de leur entreprise. Si aujourd'hui on pense que c'est autrement qu'il faut pratiquer, et c'est ce que Tony pense et c'est ce que je pense, alors avec du bon sens, les entreprises prendront d'autres priorités. Et quand on est responsable des achats, au fond, on raisonne avec le cadre du problème, avec le problème obéit à un certain nombre de règles du jeu. On ne peut pas jouer n'importe comment en ne respectant pas les règles. Les règles, ce sont des règles de commerce international, de droit, des règles y compris diplomatiques. Ce sont des règles qui sont fixées par les priorités stratégiques de notre entreprise. Et après, avec ces règles du jeu, nous, en tant qu'acheteurs, on fait le mieux possible. Voilà, donc on aura une redistribution des cartes internationales, ça c'est certain. Je reprends les questions. Il y a une question, alors je vais un peu botter en touche parce que alors il y a un module juridique bien évidemment dans la formation, mais comment drafter de la meilleure des manières une clause Covid? En fait, ce qu'on vise là, c'est plutôt l'action de qu'est-ce qu'on fait. On n'est pas parce que finalement avoir le contrat qui dit mais c'est ma faute ou c'est ta faute, c'est très bien, mais ça va pas va pas vraiment résoudre le problème. Donc aujourd'hui, désolé, je réponds pas à la question, c'est juste de dire qu'on va chercher des solutions opérationnelles
de changement de stratégie ou de mise en place de plans de sécurisation qui vont faire en sorte que on va améliorer la situation. Oui, Question pour autant, suivante. il est de bonne guerre, de manière très pragmatique, de déclarer force majeure, de demander des dérogations, de vérifier si le fournisseur n'est pas au bord de la faillite. Et bref, et si je le disais, je ne suis pas angélique et naïf, mais quand même, je pense qu'il faut un comportement positif dans les affaires. S'il y avait un minimum d'entraide et de compréhension, je pense qu'on sauverait des situations, alors que s'il n'y a pas ce minimum d'entraide, on va laisser l'une des entreprises en mauvaise posture et ça sera mauvais pour tout le monde. Donc il y a quand même, sans tomber dans des clauses Covid au sens un peu étroit et formaliste du terme, il y a quand même des dispositions à adopter pour faire face à la situation d'urgence et de crise. Ok, alors après, est-ce que les autorités ont selon vous un rôle à jouer pour réduire les risques? Euh, moi, je ne crois pas trop, mais moi, c'est mes gènes plutôt libéraux qui me font dire ça, mais je ne pense pas. Maintenant, je pense que l'Europe a véritablement un rôle à jouer pour dire Made in Europe. Je pense que ça sera plutôt une bonne chose s'ils arrivent à le faire. Néanmoins, les entreprises qui ont fait ces analyses Make-or-Buy à l'époque et qui ont donc décidé d'externaliser. Et encore, la France est un des pays qui l'a fait le moins, hein, on le sait bien et pour de bonnes raisons. La tendance à relocaliser va certainement accentuer parce que, comme Eric le disait, le coût dans ces pays dits low cost augmente, que le bilan carbone de tout ça qui n'était absolument pas un critère il y a 10 ans, 20 ans, fait qu'on va être beaucoup plus sensible à l'impact carbone. Donc peut-être que les nations ou l'Europe le fera, mais je pense que la bascule va se faire tout seul par la politique des entreprises. Oui, sans être ultra-libéral, il faut pas trop compter sur le. C'est pas qu'il faille pas compter sur les gouvernements parce qu'ils sont pas compétents, c'est tout simplement parce que leur pouvoir est très très limité. Vous savez, dans le commerce international vu par les gouvernements, ce sont des négociations à l'OMC ou dans des organisations comme l'OCDE, enfin ou des organisations multilatérales. Et en fait, c'est un échange de marchands de tapis, il faut le dire comme ça. Si tu me fais ceci, je te fais cela, et si tu me donnes ça, je te donne ça. Donc ça restera forcément très très limité. La marge de manœuvre des gouvernements est très limitée. Et au fond, tant qu'on est dans un système libéral, comme disait Tony, c'est quand même entre les mains des entreprises qu'il y aura la plus grosse marge de manœuvre pour décider je fais ceci ou je ne le fais pas. Alors, je suis en train de répondre le lien à la dernière question qui est suite à mon exemple Oui. sur le croisement des données d'un adresse script. Alors oui, alors donc je l'ai pas en tête. J'ai assisté à ce webinaire hier. Donc écrivez-moi, j'ai donné mon adresse mail là et je vous donnerai le lien à cette solution. Bon, à mon avis, c'est pas la seule, hein, mais effectivement, ils ont parlé de ça. Voilà. Donc, je vous donnerai le lien. De manière générale, que vous employez le mot d'intelligence artificielle ou pas, vous pouvez aussi dire il faut faire du traitement massif, c'est de la veille, c'est du big data, ce sont des analyses statistiques, et si par-dessus tout ça, vous voulez rajouter des couches d'apprentissage automatique ou de raisonnement logique, vous pouvez le faire. Mais il ne faut pas dire qu'il y a un saut qualitatif en disant ou on fait rien ou on fait de l'intelligence artificielle. La réponse c'est on peut faire des choses plus ou moins avancées et plus ou moins intéressantes. Oui, il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent pour faire ça. En fait, c'est vraiment enfin, on peut l'appeler augmenter la capacité humaine, parce que la Oui. machine, évidemment, lui, il réfléchit pas, hein, mais si vous lui dites de trouver des scénarios où on a un seul fournisseur pour une pièce sur toutes nos usines, c'est évidemment vous posez cette question et il va faire une requête pour trouver ça, l'intelligence artificielle va le trouver. Demander ça à l'un de nous, enfin, on peut pas. On va s'arracher les cheveux au bout de 15 jours de brassage de papier. Donc, ça offre vraiment des solutions pour peu que l'ensemble de vos données soit dans une data lake unique et que vous pouvez interroger. Hein. Voilà. Comme Entendu. vous Alors, l'avez j'ai mis à compris, on l'écran a insisté à plusieurs reprises sur l'informatique.
Ouais, oui, absolument. On a mis quelques informations sur la formation. C'est le moment de vous inscrire pour la séance qui démarre. Tiens, rappelle-nous les dates, Brice, s'il te plaît, parce qu'il y a une séance qui démarre en octobre, je crois. C'est 14 jours étalés sur 6 mois. Voilà. Quelle heure il est? Ah ben, il est 12h30, hein, c'est pas mal. On peut attendre un peu s'il y a d'autres questions. Il y a encore 32 personnes en ligne, c'est bien. Oui. 19 octobre, très bien. 19 octobre, merci Brice. Donc on démarre le 19 octobre et ça s'étale jusqu'au mois de mars, je crois. Oui, c'est ça. C'est toujours octobre-mars par des groupements. C'est 2 ou 3 jours ensemble. Et puis vous avez une pause d'un mois ou quelques semaines et on revient. Voilà, voilà, c'est ça, jusqu'au 10 mars. Bon, ben c'était un plaisir de vous parler, hein. Il y a eu des questions intéressantes. On va laisser un blanc, enfin on va attendre encore un peu s'il y a encore des questions. Sinon, je vous souhaite un bon appétit, un bon long week-end et à une prochaine fois. Ah. Ah. Ouais, Ouais, alors les achats publics, ça c'est une très bonne question. ouais. On en traite un petit peu dans certaines années. On ne le traite pas tous les ans parce que ça dépend si dans les séminaires, on a des personnes intéressées ou pas par les achats publics ou de manière plus large par les directives qui traitent des achats des opérateurs de l'État. Les mécanismes classiques, qui même dans le passé étaient extrêmement contraignants et très formalistes, ils ont du bon parce que le fait de très bien structurer l'appel d'offres, le fait de très bien structurer le dépouillement de l'appel d'offres, le fait de ne pas négocier d'une manière inéquitable avec un traitement inégal entre les différents acteurs. Tout ça amène à beaucoup de rigueur. Et de ce point de vue-là, les achats des entreprises, les achats, appelons ça privés si vous voulez, ont beaucoup à s'inspirer de la part des achats publics, en évitant quand même au passage d'importer peut-être un peu trop de lourdeur bureaucratique. Mais dans le sens inverse, on sent bien que du côté des achats publics, petit à petit, on s'est débarrassé de la lourdeur bureaucratique. On a fait éclater un certain nombre de carcans en disant oui, mais il y a des options, des variantes, etc. On est moins monolithique qu'on ne l'était il y a 20 ans. Et finalement, aujourd'hui, je crois qu'il y a une certaine convergence entre les deux. Donc, la réponse, c'est toutes ces mesures peuvent, à mon avis, parfaitement être adaptées au marché public ou au marché des opérateurs de l'État. En fait, tout ça pour une raison très simple. C'est que ce que Tony et moi venons de vous dire, c'est que on vous propose au fond un certain nombre de bonnes pratiques. Mais ces bonnes pratiques sont très faciles à inclure dans les procédures des marchés, des achats publics ou des opérateurs de l'État. Là où il y a un plus grand décalage, c'est avec ce que font les entreprises dans le privé, parce que comme elles ont moins de procédures, ou alors que leurs procédures, c'est essentiellement, enfin, ça porte pas sur cet aspect-là des choses. On aura réponse 1, beaucoup de facilité à mettre ça dans les marchés publics, et deuxièmement, on aura intérêt à faire dans les marchés privés un certain nombre de choses en s'inspirant des marchés publics qui, eux, ont déjà en partie prévu ces choses-là. Très bien, donc je pense que ça sera la dernière question. Merci Oui. sincèrement de votre attention. Vous avez donc à l'écran le contact Rania, son adresse email, son téléphone pour éventuellement vous inscrire sur ce module ou d'autres. Évidemment, le catalogue est grand des formations exécutives chez Centrale Supélec. Voilà. Merci encore, bon appétit. Merci à tous, merci à toutes. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée.